Aujourd'hui, on a une deuxième possibilité qui nous est offerte, c'est les projets d'urbains partenariaux, où là, on n'est plus propriétaire. Ce sont les opérateurs qui ont acquis des fonciers en friche. Ils viennent vers nous en nous disant on va travailler ensemble une opération. Donc souvent l'urbanisme là il est lié quand même à un modèle économique parce qu'il faut tourner des bilans sur la base desquels vous avez des prix de foncier acquis, une dépollution qui est souvent assez conséquente si on veut modifier la destination, etc. Et donc du coup on encadre beaucoup moins, et c'est là où on est sur l'urbanisme des possibles, on encadre beaucoup moins on va dire les orientations puisqu'en fait l'opérateur va exiger de nous de faire évoluer les documents de planification vers des densités souvent qui sont, entre guillemets, on s'interroge quand même sur les qualités, notamment sur ces densités qui vont offrir peu d'espace, de convivialité pour les habitants. Moi j'ai des doutes beaucoup sur une opération qu'on développe sur Gerland qui s'appelle le CUP Jingo, on verra. Vous verrez le CUP 75, j'ai prévu qu'on s'y arrête. Là encore, c'est quand même assez dense aussi. Et les seuls encadrements sont financiers puisque à la fois les deux opérations type ZAC ou PUP permettent de récupérer des participations financières, ce que vous appelez, je crois, la charge urbaniste, qui sont différentes et dérogatoires de ce qu'on peut obtenir dans le droit commun en France. Vous avez des taxes d'aménagement qui sont dues dès lors que vous déposez un permis de construire. Là, vous pouvez être dans un système dérogatoire où vous obtenez, où on demande des participations plus conséquentes et qui nous permettent de financer directement. Il faut flécher les financements des équipements publics, soit de voirie, infrastructure de voirie, ou superstructure, école, crèche. Sur cette carte, puisque c'est quand même l'enjeu, voilà toutes les ZAC actives, les zones d'aménagement concerté actives, et en bleu, c'est les deux PUP, les projets urbains partenariaux actifs. On est en train de réfléchir à de nouveaux PUP éclatés, diffus sur la totalité du territoire, parce qu'effectivement, on a des micro-opérations, alors quand je dis micro, c'est de l'ordre de 120, 150 logements, qui partent un peu de partout, et qui ne sont pas aujourd'hui encadrés, sauf par le PLU, mais malgré tout, ce qu'on recherche aujourd'hui, encore une fois ce que j'expliquais ce matin, c'est d'avoir notamment des participations plus importantes, financières, pour nous permettre de financer les nouveaux aménagements en matière de voirie ou les nouveaux groupes scolaires, puisque ça c'est aussi un élément important sur Gerland, c'est le rattrapage en termes d'équipements publics scolaires, puisque la croissance et la dynamique de Gerland font qu'on est en déficit aujourd'hui et qu'on a dû construire à la hâte une école en préfabriqué pour répondre aux besoins des habitants. Donc ces différents périmètres sont là pour effectivement encadrer, mais aussi pour financer les aménagements futurs. La différence, elle n'est pas si importante que ça entre ZAC. Historiquement, je vous le dis, les ZAC étaient là pour maîtriser la totalité des sols. Aujourd'hui, même dans nos ZAC, on ne maîtrise plus les sols. Ce qui est différent de Confluence. Confluence, ils ont maîtrisé tous les sols. Ici, sur Gerland, on est moins, entre guillemets, un périmètre en priorité par rapport au projet urbain lyonnais. Et donc, les terrains qui sont privés, avec les propriétaires avec qui on arrive à négocier, on ne voit pas l'intérêt de les acquérir. Donc, du coup, on dialogue avec eux. En revanche, d'où l'expropriation dont je parlais tout à l'heure, on use de l'expropriation que lorsqu'il y a effectivement une difficulté pour, à l'amiable, négocier des terrains dont on a besoin, et notamment pour des espaces publics. Sinon, on fait rentrer dans la discussion les propriétaires privés. C'est un peu plus facile en ZAC parce qu'effectivement le cadre est quand même prédéfini, notamment réglementairement. On n'a pas négocié la modification du PLU, donc le document d'urbanisme, avec les propriétaires. C'est d'abord et avant tout le projet qui s'est imposé et qui s'est traduit dans le PLU. Ce qui est complètement différent des PUP. Les PUP sont des propriétaires entièrement privés, souvent issus de remembrements faits par un opérateur, et qui vient nous voir et qui nous dit ben voilà, j'ai 5-6 hectares et je souhaiterais dialoguer avec vous pour étudier un projet. Souvent là, le PLU n'est pas, alors il interdit rien, il n'interdit pas de construire, mais souvent, par exemple, si je prends l'exemple de ces deux opérations-là, le PLU n'autorisait que de l'activité. Donc forcément, ce n'était pas leur souhait, ils souhaitaient effectivement rentrer dans l'objectif défini par la collectivité, et à savoir que là, on est en train de dessiner un nouvel espace, une des 3 allées dont j'ai parlé hier, à l'ouest desquelles on fait évoluer la destination vers du résidentiel, et vers l'est, on veut maintenir de l'activité. Donc ça suppose effectivement d'avoir un PLU
adapté à ces orientations. En revanche, on ne le fait pas évoluer au préalable pour éviter la pression foncière et le démantèlement de zones d'activité qui pour l'instant fonctionnent encore. Donc on reste dans un PLU qui n'est pas conforme avec notre projet urbain.